Merci. La parole est à Gérard Cherpion pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Après une semaine de débat en commission, nous poursuivons aujourd'hui l'examen du projet de loi pour la croissance et l'activité qui porte votre nom, Monsieur le Ministre. Et j'ai été particulièrement étonné lorsque le Premier ministre, lors d'un de ses discours de vœux, a expliqué que le Parlement a pu bénéficier de beaucoup de temps pour débattre de ce projet de loi. Nous avons eu seulement quelques semaines pour auditionner et préparer ce texte. Là où je le rejoins, c'est sur le travail de qualité de notre commission et des services de notre Assemblée. Grâce à ce travail, ce texte a été amélioré et même s'il n'est toujours pas satisfaisant, cela a permis d'avancer sur certains points et rééquilibrer un peu ce projet de loi. Il est cependant regrettable que le gouvernement, après avoir accepté certaines avancées en commission, revienne sur son engagement par voie d'amendement en séance. Je pense notamment à l'article 20 concernant les professions d'huissier, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur et la fausse bonne idée d'une profession unique. Un texte de 106 articles, qui en compte plus de 200 après son passage en commission, mérite un temps de discussion bien plus long. Les 50 heures prévues en temps programmé pour la discussion en séance me semblent bien peu par rapport aux 84 heures d'examen en commission. La discussion se fait dans une telle urgence que nous n'avons même pas pu obtenir l'avis de la commission d'études de France Stratégie. Car en effet, Monsieur le Ministre, vous avez demandé à France Stratégie de mettre en place une commission indépendante d'experts pour étudier votre projet de loi. Votre initiative est louable, mais avouez que le calendrier est ubuesque. Nous avons ainsi débattu de ce projet de loi en commission spéciale sans l'avis de ces experts et nous commençons l'examen en séance en n'ayant que des résultats partiels de leurs travaux. Nous pouvons donc nous fonder sur leur avis, et ce qui est bien regrettable. Je tiens toutefois à saluer votre présence sans discontinuer en commission spéciale, Monsieur le Ministre. Vous avez fait preuve d'écoute envers les parlementaires en répondant à toutes les questions. Cela n'enlève toutefois en rien notre opposition constructive à votre texte, même si nous avons soutenu quelques-unes de vos propositions en commission. Il y a parfois un profond décalage entre les paroles et les actes. Ainsi, alors que le gouvernement nous parle sans cesse de dialogue social, ce n'est pas la marque de ce projet de loi. En effet, tous les partenaires sociaux, salariés comme patronaux, nous ont exprimé leur déception de n'avoir pas été associés à la rédaction de ce texte. L'article L1 du Code du travail, issu de la loi Larcher, oblige le gouvernement à consulter les partenaires sociaux pour tout texte qui concerne le travail, l'emploi et la formation professionnelle. Les auditions des partenaires sociaux auxquelles j'ai procédé ont montré que le Code du travail n'a pas été respecté. Concernant le travail du dimanche, malgré les avancées obtenues en commission spéciale, le groupe UMP reste opposé à cette partie du texte. Car, disons-le, passer à 12 dimanches ouverts, c'est-à-dire un dimanche par mois, sous-tend une volonté du gouvernement d'une généralisation. Premièrement, permettez-moi de démentir un argument entendu souvent. Ce n'est pas en ouvrant le dimanche que vous allez redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. L'argent dépensé le dimanche est de l'argent qui ne sera pas dépensé un autre jour. Ce n'est qu'en luttant contre le fléau du chômage, en relançant l'activité, en arrêtant la flambée des prélèvements sociaux sur les entreprises et nos concitoyens, que nous pourrons leur redonner du pouvoir d'achat. Et sur ce point, le texte reste muet. La législation actuelle sur le travail du dimanche était parvenue à un équilibre entre petits et grands commerces. Selon de récentes études, tout dimanche ouvert fait perdre jusqu'à 25% du chiffre d'affaires aux petits commerces. Ce seront ainsi 200 000 emplois qui seront détruits dans le commerce de détail et qui ne seront pour autant pas recréés dans la grande distribution. De plus, l'ouverture des magasins le dimanche conduit parfois à une perte de recettes. Un grand groupe de magasins de bricolage a récemment révélé un bilan négatif de son ouverture le dimanche. En effet, le client qui vient acheter du matériel, comme par exemple une boîte à outils, le dimanche ne vient pas un autre jour. Il y a ainsi un transfert de clientèle de la semaine vers le dimanche, sans pour autant développer les ventes. Le chiffre d'affaires est donc le même, voire moindre. Dans le même temps, les charges ont augmenté. Les salariés sont payés une journée de travail supplémentaire avec des contreparties justifiées liées au dimanche. Chiffre d'affaires identique et charges en hausse reviennent une perte pour l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous sommes loin d'être persuadés que l'ouverture du dimanche créera de la croissance et de l'activité, bien au contraire. Cela reviendra même à une destruction d'emplois, ce que, vous en conviendrez, est contraire à l'esprit de votre texte. Par ailleurs, l'ouverture généralisée, en plus d'accentuer la concurrence entre petits et grands commerces, va transférer
des consommateurs du centre-ville vers la périphérie, créant d'ailleurs d'autres problèmes, en particulier de circulation, de transport en commun. Le travail de la Commission a pourtant permis d'avancer sur cette question. Cependant, concernant les zones touristiques internationales, vous répondez à un problème purement parisien. Et vous déstabilisez dans le même temps les zones touristiques existantes et le commerce de proximité dans l'ensemble du territoire. Enfin, utiliser la concurrence d'Internet n'est pas un argument valable concernant l'ouverture du dimanche. En effet, on peut faire ses courses sur Internet à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7, le soir quand on rentre du travail, lorsque les commerces sont fermés. Pourtant, je ne pense pas que vous ayez l'intention d'ouvrir les commerces plus tard le soir, de proximité. En ce qui concerne la réforme des conseils de prud'homme, c'est la 3e fois que nous abordons ce sujet en une année et dans 3 textes différents. Un premier qui a été retiré, un second qui met en place un système dérogatoire sous forme d'ordonnance, qui plus est, et enfin celui-ci. Tout cela démontre un manque de vision du gouvernement sur ce sujet. Et l'article fleuve présenté dans votre projet de loi aborde des sujets extrêmement divers, déontologie, formation, procédure, volets disciplinaires, etc. L'intégration de l'organisation des conseils de prud'homme dans le projet de loi pour la croissance et l'activité pourrait faire penser que la justice prud'homale participe à la croissance et l'activité. Ce n'est pas une vision que nous partageons. Par ailleurs, il n'y a pas eu de concertation approfondie des partenaires sociaux sur ce sujet. Tout ceci nous amène à dire que la réforme de la justice prud'homale devrait être étudiée dans un projet de loi distinct, sous la responsabilité du ministre du Travail, et pas à la fin d'un texte de 201, voire 208 articles. Avec le temps programmé, nous n'allons pas pouvoir aborder ce sujet en profondeur. On doit se prononcer à la va-vite sur un sujet qui est d'une importance cruciale pour les entrepreneurs et pour les salariés. Sur le fond, nous assistons à la mise en place dissimulée de l'échevinage, renforcée par la future ordonnance sur la désignation des conseils prud'homaux à laquelle nous sommes opposés. La justice prud'homale doit pourtant rester paritaire et au niveau de l'entreprise. Les longs délais de justice ne sont d'ailleurs pas causés par la nature de son organisation, ni par la compétence des conseillers prud'homaux. C'est, et vous le savez bien, lié aux besoins matériels et financiers de ces justices, au manque de juges départiteurs, au manque de greffiers, ou encore aux demandes de report par les parties au litige. Tout cela m'a été confirmé lors de la rentrée du Conseil des prud'hommes à Saint-Dié la semaine dernière. Nous nous opposons à cette partie, non, tout à fait. Nous nous opposons à cette partie du texte, tout comme à la partie sur l'inspection du travail, tant sur la forme que sur le fond. Nous discutons ainsi d'une habilitation de prise d'ordonnance par le gouvernement, c'est-à-dire le contournement du Parlement. Cette ordonnance devrait reprendre des dispositions votées par 2 fois par l'Assemblée nationale, une première fois en première lecture du projet de loi pour la formation professionnelle et en commission des affaires sociales sur une proposition de loi du groupe SRC. En commission spéciale, vous nous avez expliqué, Monsieur le ministre, et je vous cite, que vous alliez prendre cette ordonnance car il était nécessaire de procéder à une concertation avec les partenaires sociaux pour effectuer les dernières vérifications et éventuellement les derniers ajustements. Outre le fait que cela confirme le manque de concertation avec les partenaires sociaux en amont du présent projet de loi, vous expliquez, Monsieur le ministre, qu'entre mars 2014 et maintenant, vous n'avez pas eu le temps de négocier la question de l'inspection du travail. Alors, je ne vois pas comment, aujourd'hui, vous pouvez consulter les partenaires sociaux avant l'habilitation de l'ordonnance pour ce que vous n'avez pas su ou pas pu faire en presque un an. Sur le fond, si le but est de reprendre des dispositions législatives, alors nous sommes très inquiets. Certains points ne sont pas acceptables, comme l'augmentation disproportionnée des amendes administratives et la possibilité de consultation de tous les documents par l'inspection du travail qui pourra en plus faire des copies et les sortir de l'entreprise. L'inspection du travail doit être repensée en termes de conseil aux entreprises et, en dernier recours, être dotée d'un pouvoir de sanction validé par le juge. Enfin, je suis content, Monsieur le ministre, que vous ayez fait preuve de votre liberté de parole en commission spéciale pour dire que la loi récente sur les stages était, je vous cite, une fausse bonne idée engendrant de nombreux effets pervers. Je suis donc persuadé que nous pouvons compter sur vous pour réécrire cette loi quand le temps prouvera ses effets pervers et que nous pourrons revenir à la loi de 2011 qui était une loi équilibrée et négociée avec les partenaires sociaux. Bien d'autres points mériteraient d'être abordés, en particulier la mise en cause des professions réglementées. Ainsi, pourquoi attaquer les notaires, profession juridique de proximité, en prenant le risque de créer des déserts juridiques à l'image des déserts médicaux? Comment l'ouverture du capital des administrateurs judiciaires garantira-t-elle l'indépendance de ceux-ci? En conclusion, Monsieur le ministre, vous comprendrez que le groupe UMP ne peut valider le titre 3 de votre projet de loi et donc l'ensemble de votre texte.